Voilà, tout de suite, 9h06, c'est l'heure de votre débat. Sud Radio, le débat du samedi. Et dans notre débat, on retrouve Arnaud Benedetti. Bonjour Arnaud. Bonjour. Professeur à la Sorbonne, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire et auteur de Chaos, essai sur les imaginaires des peuples avec Stéphane Rosest aux éditions du Cerf. Avec vous, Corinne Tapierot. Bonjour Corinne. Bonjour. Conseillère d'arrondissement LR dans le 12e à Paris, éditorialiste bien connue sur Sud Radio. Alors la question qu'on pose à nos auditeurs depuis 7h du matin sur nos réseaux, après le défilé du 14 juillet, alors certes sous haute surveillance, on le sait bien, il n'y a pas eu d'incident. Est-ce que c'est le début de l'apaisement pour vous, oui ou non? Alors autant vous dire que nos auditeurs à 94% considèrent que non, c'est pas du tout l'apaisement. Je voulais vous faire rebondir sur ce sondage Odoxa pour le Figaro. 78% des Français, c'est énorme, estiment que le président n'a pas atteint son objectif des 100 jours d'apaisement. Jugement sévère, c'est raté, c'est un échec, Arnaud Benedetti? Vous savez, la formule des 100 jours, c'était une formule de communication qui, suite au débat sur la réforme des retraites, visait à gagner du temps et à permettre éventuellement à sa première ministre d'élargir sa base parlementaire. Force est de constater que on est le 15 juillet et qu'à ce stade, Madame Borne n'a pas réussi, in fine, à atteindre l'objectif qui était implicitement le sien. Alors après, sur la question de l'apaisement, oui. Si l'on, bien évidemment, si l'on regarde les chiffres d'hier soir, on peut considérer que, même s'il y a eu quand même des incidents, que la situation a été relativement plus calme qu'en 2022. En tout cas, c'est ce qu'a excipé le ministre de l'Intérieur. La réalité, c'est que sur le fond et au-delà de l'appréciation immédiate, si vous voulez, toutes les causes qui aujourd'hui expliquent la nature très éruptive de la société française demeurent. Oui. Les fractures sociales, les fractures économiques, les fractures culturelles, les fractures politiques. Donc, la formule du président de la République relevait plus de la pensée magique que d'une appréciation objective de la situation, me semble-t-il. Alors, pensée magique, mais formule de communication qui lui revient un petit peu en boomerang, en fait. Oui, alors, vous savez, ce qui est intéressant, c'est de voir l'appréciation, en effet, des Français à travers le sondage que vous avez évoqué. Mais quand on regarde, par exemple, la façon dont les Français jugent que le gouvernement a géré les 4 jours d'émeute que nous avons connus, l'opinion majoritaire est assez sévère vis-à-vis de la gestion de ces émeutes par le président de la République, enfin, en tout cas, par son gouvernement. Donc, certes, le ministre de l'Intérieur peut exciper, comme le président de la République, comme Madame Borne, de ne pas avoir eu recours à l'état d'urgence comme ses prédécesseurs en 2005. La réalité, c'est que les émeutes que l'on a connues pendant 4 jours ont été certes plus ramassées dans le temps, mais beaucoup plus violentes. Ouais. Corinne Tapierot. Écoutez, moi je pense qu'on est très très loin de l'apaisement. On se gargarise effectivement d'une situation moins dramatique que l'année précédente, quand on compte le nombre de voitures, le nombre d'incidents, d'interpellations. Néanmoins, je voudrais juste rappeler qu'on a quand même mobilisé 130 000 personnes issues des forces de l'ordre, gendarmes, CRS et policiers, qu'on a par ailleurs en Île-de-France neutralisé tous les transports de surface à partir de 18 et 20 heures durant 2 jours. Donc on a empêché des milliers de personnes de profiter en fait de cette fête nationale. Moi, je pense qu'on est très très loin de l'apaisement et surtout, on a un gouvernement qui depuis des années maintenant ne fait que de la communication. On est en permanence dans la communication et assez rarement dans l'action. Oui, mais justement, Corinne Tapierot, communication, en même temps, il n'a pas fait d'allocution pour le 14 juillet, par exemple, le président Macron. Oui, oui, bien sûr, parce que ça aussi c'est de la com, parce qu'il veut être disruptif, il veut créer l'événement. Donc ça participe quand même de toute une démarche à laquelle on est maintenant tous les uns et les autres assez rodés. Moi, je trouve que c'est dommage parce que j'aurais souhaité, par exemple, qu'il ne se fasse pas huer hier sur les Champs-Élysées. Je veux quand même rappeler que le 8 mai la commémoration du 8 mai 45 s'est faite sur des Champs-Élysées totalement vides, tant il avait peur des réactions de la population, ce qu'on était en pleine crise sur les retraites. Donc je crois qu'il y a un problème de communication, il y a un problème aussi peut-être de rigidité de la première ministre qui
est une technocrate brillante, etc., tout ce qu'on veut, mais qui a peut-être un peu de mal à communiquer avec les partenaires sociaux. Elle est rentrée dans un bras de fer qui était peut-être pas utile. On aurait pu s'épargner de nombreux jours de grève sur les retraites, à mon sens. Là, sur les émeutes, ce qui est catastrophique, c'est que les émeutes ne se sont pas arrêtées du fait de l'action publique ou de l'action du ministre de l'Intérieur, qui lui, entre parenthèses, n'attend qu'une chose, c'est son Marocain de Premier ministre, donc il en rajoute. C'est parce que ce sont les dealers et autres trafiquants qui ont mis fin à ce cirque. Ce qui est quand même très inquiétant de savoir qu'aujourd'hui, la police ne rentre pas dans un grand nombre de banlieues. Moi, je suis très inquiète. Alors, selon ce même sondage Odoxa, pour Le Figaro, 65% des Français seraient favorables au départ d'Elisabeth Borne. Arnaud Benedetti, un prochain remaniement, forcément, on en parle beaucoup. Ça pourrait donner un second souffle à l'exécutif ou pas ? Le problème n'est pas tellement Elisabeth Borne, le problème c'est la pratique du pouvoir par Emmanuel Macron. Je crois que le vrai sujet est celui-là. Un changement de Premier ministre pourrait avoir du sens si il s'accompagner d'un changement d'orientation politique, d'un changement de pratique du pouvoir, d'un changement éventuellement d'alliance politique. Mais là, en l'occurrence, un changement de Premier ministre ne suffirait pas à absorber, j'allais dire, tous les ferments de la crise que nous traversons. Le problème d'Emmanuel Macron, c'est qu'il considère qu'il a été élu en 2022 sur un mandat. La réalité, c'est qu'il n'a pas été élu sur un mandat. Il a été élu face à Marine Le Pen et les Français, un mois plus tard ou 2 mois plus tard, lors des élections législatives, on voyait une Assemblée nationale qui ne lui donne pas, loin de là, les pleins pouvoirs qu'il s'octroie lui-même aujourd'hui dans la façon dont il souhaite gouverner le pays. On est là face à un malentendu qui mine, j'allais dire, de manière récurrente et quotidienne l'exercice du pouvoir et même la légitimité politique in fine d'Emmanuel Macron sur la durée. Oui, parce que si vous voulez, l'interprétation qu'il fait du résultat des élections ne correspond pas à la lecture que les Français ont voulu octroyer aux résultats, notamment des élections législatives. Ils lui ont enjoint d'une certaine manière d'avoir une pratique du pouvoir qui soit une pratique du pouvoir moins verticale, qui se repose beaucoup plus sur la négociation, qui respecte plus les contre-pouvoirs. Et force de constater qu'à l'épreuve de la réforme des retraites, on est très loin du compte. Pouvoir trop vertical, légitimité, vous faites cette même lecture ou pas, Corinne Tapiro, de la gouvernance? Oui, je suis assez d'accord avec Arnaud Benedetti sur l'ensemble du constat. Ce qui est frappant aujourd'hui, c'est que on s'aperçoit que en même temps, on n'est ni de gauche ni de droite. Je crois que ça a tué le débat, ça a tué l'échange et ça a tué également les alliances. Donc aujourd'hui, quand on parle d'alliance, il y a toujours un des partis qui regarde vers lequel on leur donne le plus, soit extrême gauche ou extrême droite. Je trouve que c'est assez fâcheux parce que le débat n'existe plus, mais le projet non plus. C'est-à-dire que Emmanuel Macron, au final, n'avait pas de projet concret. Il avait dit qu'il ne ferait pas cette réforme des retraites parce que 64 ans, c'était trop dur. Bon, finalement, il l'a faite. Donc, je crois qu'à force de se déjuger en permanence, de dire on va faire quelque chose qu'on ne fait jamais, on perd du crédit en tant que politique. Je suis assez d'accord sur le fait que ce soit Elisabeth Borne ou n'importe qui d'autre, ça va pas changer grand-chose. D'abord parce que le personnel politique qui a été recruté, j'en veux pour exemple à Pendiac, on ne veut pas lui taper dessus toute la journée, mais c'est quand même des choix qui sont aussi inutiles que dramatiques. Donc je trouve ça extrêmement dommage. On voit bien que Gérald Darmanin piaffe d'impatience pour prendre le Marocain à la place d'Elisabeth Borne. Oui, ça serait quand même un signal envoyé si c'était bon. Là, on fait des pronostics. Je pense que si c'est lui, je pense qu'au contraire, il va cristalliser plus d'inquiétude et de rancœur que ne pourrait le faire quelqu'un d'autre. Je pense que ce serait un très mauvais choix. Vous le pensez aussi, ce serait un mauvais choix ou pas? Bon, on n'est pas là encore à Arnaud Benedetti, mais évidemment, il y a beaucoup de rumeurs à ce sujet. Gérald Darmanin, Premier ministre, ce serait un choix clivant, là encore? Je ne sais pas si ça serait un choix clivant, ça serait un choix qui correspondrait aux yeux d'Emmanuel Macron à la droitisation de l'opinion publique française. En faisant le choix d'Elisabeth Borne, il a voulu donner un clin d'œil à sa jambe gauche. Alors, il faut quand même relativiser la dimension, j'allais dire, de gauche d'Elisabeth Borne, qui est d'abord une haut fonctionnaire. Comme celle de droite de Darmanin, d'ailleurs.
et une technocrate. Mais Darmanin, au moins, Darmanin, en tout cas, a cette image. Alors, je ne suis pas sûr que, sur le fond, il mène une politique de fermeté telle que l'attendent une grande majorité de Français, mais en tout cas, toute sa communication est orientée vers cette image de quelqu'un qui serait ferme et qui disposerait des atouts nécessaires pour mener des politiques régaliennes fortes. Mais après, je ne crois pas que, en effet, encore une fois, le choix de M. Darmanin change grand-chose au fond du problème, qui est encore un fond qui est lié à la fois à la pratique du pouvoir et aussi au logiciel politique. Le problème, c'est que moi, là où j'ai une petite différence, c'est que je pense qu'il y a un logiciel politique chez Emmanuel Macron qui était un logiciel d'adaptation à la globalisation, d'adaptation à la mondialisation, mais qu'il n'a pas pu, de fait, le mettre véritablement en œuvre lors de son premier mandat, parce qu'il y a eu tout un ensemble de crises qui l'ont empêché. Je pense à la crise des Gilets jaunes, mais aussi à la crise sanitaire, et qu'il se dit qu'aujourd'hui, il a un deuxième mandat, et que c'est dans ce deuxième mandat qu'il faut absolument qu'il puisse réaliser les réformes qu'il n'a pas pu réaliser lors du premier mandat. Sauf que la difficulté à laquelle, encore une fois, il est confronté, c'est qu'il n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale. Il a une majorité très relative, la majorité la plus relative qu'on ait connue sous la Ve République. Oui, donc l'adaptation, c'est pas pour demain. Dernier mot de la fin, très rapidement, Corinne Tapiero. Mais écoutez, moi j'espère toujours qu'on réussisse pour la France, mais je crois qu'on en est loin. Il y a à chaque fois, il se passe quelque chose qui nous fait perdre tout espoir. Et je crois que ce qu'il n'a pas su donner, Emmanuel Macron, c'est de l'espérance aux uns et aux autres et la concrétiser d'une certaine manière. Voilà. Merci en tout cas pour vos éclairages. Merci Corinne Tapiero. Merci à vous. Merci Arnaud Benedetti. Bon week-end à vous, à très vite. Allez, à suivre dans quelques instants un nouveau rendez-vous d'été, comme chaque été, Madame Langage, alias Jeanne Bordeaux, avec elle on décrypte les mots de l'actu qui tournent en boucle sur les réseaux et les chaînes Tout à Faux. Et ce matin, Madame Langage s'est penchée sur ce mot de surtourisme. Vous en saurez plus dans quelques instants. Sud Radio, il est 9h18.